Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Boujtou. Alors j'ai trop aimé nos derniers lives et puis j'ai remarqué que vous êtes très curieux pour apprendre plein de nouvelles choses. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'être plus généreuse avec vous en matière d'information médicale purement mécanique si vous voulez, parce que moi, comme je vous ai expliqué dans le live précédent, je fais la différence entre tout ce qui est humain, tout ce qui est machine. On traite les gens, on traite les patients comme étant des êtres humains. Et puis, à un certain moment, on passe à tout ce qui est technique, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est machine. C'est-à-dire, on va chercher, on va examiner la machine respiratoire, la machine cardiaque, c'est-à-dire l'appareil cardio-pulmonaire. Et par la suite, on va, par exemple, examiner la machine urinaire ou urogénitale, c'est-à-dire examiner l'appareil urogénital, d'accord? Donc, j'ai remarqué que les gens, bon, la majorité des gens qui suivaient mes lives en arabe, et même en français, j'ai remarqué que, surtout en arabe, j'ai remarqué que les gens croient que tout ce qui est la médecine, c'est tout ce qui est machine, c'est tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire euh, les sujets médicaux sont les sujets qui sont en rapport avec une lésion, une fracture, une douleur, un saignement, une perte d'acuité visuelle, une vision floue, une céphalée, euh, une toux, ok? Donc il y a des gens qui croient que la médecine c'est tout ce qui est mécanique. Voilà pourquoi je pense que c'est important d'essayer d'avoir la gentillesse d'expliquer aux gens et tout ce qui est mécanique et puis et tout ce qui est humain. Donc à vous la parole maintenant si vous avez des questions, si vous avez envie de me demander quelque chose par rapport à la médecine générale. Donc le live est ouvert pour vous pour essayer de comprendre ensemble pourquoi j'ai mis dans ce live que la médecine générale est un art. Ça veut dire quoi un art? Ma grand-mère se fait enlever la vésicule biliaire, y a-t-il des risques? En fait, quand on fait ce qu'on appelle une cholécystectomie, en général, il faut comprendre d'abord pourquoi votre grand-mère a été obligée de faire cette opération de cholécystectomie. Et puis, si elle avait par exemple, le plus fréquemment, c'est en rapport avec une inflammation, et puis souvent causée par des lithiases, c'est-à-dire des calculs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher est-ce que au niveau de la vésicule biliaire, on avait des calculs qui sont gros ou qui sont trop petits. Les calculs qui sont trop gros exposent le patient à un risque d'inflammation de la paroi vésicale, de beaucoup de choses. Ça peut même, des fois, on a même ce qu'on appelle un structure, ou des fois même, on a carrément une cancérisation. C'est pas fréquent, mais ça existe. Et puis, nous avons des complications liées à toutes les lithiases de très petite taille. C'est quoi le risque quand on a des calculs de très petite taille? C'est le passage ou la migration vers d'autres choses. C'est-à-dire que tu peux avoir, ou la patiente peut avoir des lithiases vésiculaires au niveau de la vésicule biliaire, et ces petits calculs peuvent migrer et partir dans un autre organe, par exemple aller au pancréas et créer ce qu'on appelle une pancréatite. Voilà pourquoi, quand on a une douleur abdominale, quand on suspecte ou quand on est sûr, même quand on a par exemple une échographie qui met en évidence des lithiases vésiculaires ou une vésicule biliaire multilithiasique, on est obligé de demander un bilan pour avoir une idée sur l'état du pancréas. Bon, là, par exemple, la lipasémie. D'accord? Alors, la lipasémie, c'est-à-dire que tu vas doser dans le sang, ou tu vas demander un bilan, c'est-à-dire un dosage de quoi? Du taux de la lipasémie, c'est-à-dire une enzyme pancréatique. Et si tu as une augmentation, d'accord, cela peut nous aider à une bonne orientation. Cela peut nous aider. S'il vous plaît, une seconde, je vais demander aux gens ici de parler moins fort.
Alors, on parlait de quoi en fait? On parlait de la lithiase vésicule. Alors, nous avons, nous avons un monsieur parmi nous qui a posé une question très importante par rapport à sa grand-mère. Donc, il veut savoir qu'est-ce qu'elle a. Bonjour tout le monde. Alors, quand on a une lithiase, des calculs au niveau d'un organe, cet organe s'appelle la vésicule biliaire. Ok, c'est un petit organe, un petit sac où il y a de la bile. Alors, la bile, ça sert à quoi en fait? La bile est produite par des hépatocytes. Ok, nous avons des cellules au niveau du foie. Et puis, nous avons beaucoup de choses qui se déroulent au niveau du foie. C'est une grande usine. Le foie est un organe qui est très important, où nous avons le stockage, la production, beaucoup de choses qui se déroulent là-bas, à ce niveau. Alors, quand ton foie produit de la bile c'est quoi? C'est comme, vous savez, quand on mange quand on mange un plat de poisson, par exemple, si vous avez remarqué, on met toujours un petit morceau pardon, ça m'est échappé. Lemon, citron. Ok? Quand tu manges quelque chose, quand tu manges du poisson, quand tu manges en général quelque chose de très graisseux, tu as envie de boire, par exemple, un jus de citron. Ok? Je ne sais pas, est-ce que vous aussi vous avez cette habitude, mais moi j'aime bien le faire. Alors, la même chose, quand tu manges quelque chose de graisseux, automatiquement, tu as besoin d'un peu de citron naturel. Le citron naturel, c'est juste une métaphore. Le citron naturel dans notre corps, c'est quoi? C'est la bile. Donc, la bile, ça va t'aider à, premièrement, à digérer. Donc, il a un rôle dans la digestion des lipides et puis dans l'absorption des lipides au niveau des entérocytes, c'est-à-dire le petit ou l'intestin grêle. Donc, la bile est très importante pour la digestion, la sécrétion de la graisse. Donc, une fois que tu ingères quelque chose de graisseux, si vous avez remarqué, les patients présentent sur le champ des crises. Elle te dit, j'étais tranquille, c'est toujours le cas. Docteur, j'étais tranquille et tout, j'ai mangé quelque chose, j'ai été invitée à une cérémonie, je sais pas moi. Au Maroc, les cérémonies, c'est-à-dire des plats qui sont très mauvais pour la santé. Hein. C'est très délicieux, je peux pas le cacher. Mais tous les plats, en général, servis dans les cérémonies marocaines sont tous très copieux, très graisseux et puis voilà, très graisseux. Donc les patients ont toujours cette douleur. Et cette douleur, quand tu as par exemple une délithiase, premièrement, ce que j'ai remarqué moi, d'après ma modeste pratique en médecine générale, c'est que c'est rythmé par l'ingestion de repas graisseux. Donc, si tu as enlevé la vésicule biliaire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de bile, non, parce que la sécrétion est toujours là, la production est toujours là, mais tu n'as plus ce petit réservoir, ce petit dépôt qui est prêt à être utilisé immédiatement après le repas. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu dois faire normalement? Tu dois juste être bien suivi par le chirurgien qui t'a opéré, c'est-à-dire votre grand-mère, doit rester toujours en contact avec le chirurgien. Et le chirurgien va orienter la dame à son médecin généraliste ou médecin de famille. Le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va résoudre tous les problèmes de santé autres que la lithiase vésiculaire. C'est-à-dire, tu as un problème de cholestérol, de dyslipidémie, on appelle ça dyslipidémie, il y a plusieurs types. Et puis, nous avons le problème de diabète. Et puis, on doit savoir est-ce que la patiente a une stéatose hépatique. Et puis, on doit savoir est-ce que la patiente fait du sport. Et puis, on doit savoir est-ce que la patiente a un diététicien qui suit son cas. Ok? C'est important. Elle a besoin de certaines recettes personnalisées et choisies d'une façon individuelle. Donc, tout ça, ça se travaille, ça doit être écrit sur un carnet de santé. Donc votre mère, pour répondre à votre question, votre mère, puisqu'elle a été opérée pour cholécystectomie, c'est-à-dire on a enlevé sa vésicule biliaire, elle doit premièrement savoir est-ce que la raison pour laquelle la vésicule biliaire a été enlevée, est-ce que ça s'est pas déjà compliqué de quelque chose d'autre? On a parlé de l'exemple de la migration de lithiase vers le pancréas, donc je n'ai aucune idée sur sa lipasémie.
c'est-à-dire une petite analyse qui nous permet d'avoir une idée sur l'état du pancréas. Et quand le chirurgien viscéraliste ou le gastro-entérologue, gastro-hépato-entérologue ou le médecin généraliste croit ou pense ou suspecte une pancréatite, selon les cas, il peut être amené à demander un scanner carrément. Donc dans le scanner, tu vas avoir tous les stades de pancréatite si vous voulez. D'accord? Il y a des signes sur le scanner qui nous permettent de connaître à quel stade on est arrivé. Mais si on ne fait pas la lipasémie, si on ne fait pas une échographie abdominale bien détaillée, si on ne sollicite pas le médecin spécialiste précocement, on laisse les lithiases faire ce qu'ils veulent de votre corps. Comme complication, la lithiase peut très bien passer dans l'intestin et on peut même avoir un ileus biliaire, ok? Et toi, tu vas avoir l'impression que tu as mal, tu as une colique, tu as une sténose, une occlusion, tu as une constipation. Tu sais même pas qu'est-ce que tu as dans l'intestin, mais le vrai diagnostic, c'est que tu as une complication du lithiase vésiculaire. Voilà pourquoi moi je déteste ce mot-là, colopathie fonctionnelle, et je déteste. C'est devenu même à la mode ici. Tout le monde dit عندي القولون العصبي عندي القولون. Il n'y a pas de قولون, il y a un diagnostic. Ok? Bien. Alors, je pense que j'ai répondu d'une façon très très générale parce que c'est comme ça que ça se passe en médecine générale. On est là pour informer les gens, on ne fait pas des consultations, on ne donne pas des avis. Et puis, je pense que votre grand-mère doit absolument rester, comme je vous ai dit, toujours en contact avec le chirurgien, avec un rythme de consultation qui est très très personnalisé. C'est-à-dire, il y a des patients que quand on les opère, ils ont présenté une péritonite carrément. D'accord? C'est-à-dire la cholécystite, c'est compliqué de péritonite et la patiente a bénéficié d'une opération avec laparotomie médiane, ok? C'était un peu sérieux, il y avait des sérosités, on a regardé un drain de redon, je sais pas moi. On a été obligé de reprendre. Par exemple, je sais pas, le patient avait un autre problème, avait un problème associé, ok? Donc, quand le chirurgien opère le patient, c'est lui qui décide à quel rythme il va faire les contrôles. C'est-à-dire, pour un patient, il peut demander à ce que le patient soit hospitalisé pendant longtemps. Pour un autre, le patient peut quitter la clinique ou l'hôpital la même après 3 jours. Je sais pas, ok? Tout dépend de l'état du patient, ok? Il peut quitter le service dans 3 jours pour passer dans un service de soins intensifs, d'accord? C'est lui qui décide. Et quand tu pars, quand tu quittes l'hôpital, quand la patiente quitte l'hôpital ou la clinique, elle doit savoir avant de sortir que, premièrement, votre grand-mère doit avoir un compte rendu de l'anapathe ou l'étude histologique de ce qu'on a enlevé de son corps. Il est strictement interdit pour un patient de refuser de faire cet examen. C'est-à-dire, je vous ai opéré, j'ai enlevé une partie de votre corps. Cette partie qui a été enlevée de votre corps doit être analysée. Cette étude, normalement, cette partie qui a été enlevée de votre corps, normalement, elle doit être analysée par des spécialistes en histologie, ok, en anapathie. Et vous devez garder, c'est-à-dire votre grand-mère doit garder toujours sur elle, chez elle, doit toujours garder le compte rendu opératoire et le compte rendu de l'anapathie. Parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce petit tissu, dans cette petite chair, dans cette petite viande, dans cette petite membrane. Tout ce qui a été enlevé du corps doit être analysé. Est-ce que c'est clair? Avant tout ça, le compte rendu opératoire est très important. Pourquoi? Parce que dans un compte rendu opératoire, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je vais lire vos commentaires pour pouvoir suivre ce que vous voulez de moi. Et par la suite, on va détailler le compte opératoire. Citron. Oui, ça m'est échappé.
Tu nous fais de la physio. Non, non, c'est pas de la physio, c'est juste que j'essaie de répondre au monsieur parce qu'il est inquiet. Il a une mamie qui s'est fait opérer et il a quand même le droit de comprendre au moins un petit minimum, ok? Pour pouvoir suivre les recommandations du chirurgien. Parce que quand le patient, quand la famille a un petit bagage médical, elle peut aider le chirurgien à aider le patient. Mais quand la famille, déjà, à chacun son niveau de stress, à chacun sa façon de gérer le stress, et en général, quand quelqu'un va se faire opérer, surtout les vieilles personnes, il y a toute la famille, il y a la moitié qui est d'accord, la moitié qui n'est pas d'accord. Des fois, tu as une femme qui souffre et que les gens veulent, les membres de la famille ne veulent pas qu'elle soit opérée parce qu'ils ont peur qu'elle reste toute sa vie en réanimation ou ils ont peur de la perdre en réanimation, vous voyez? Donc, au moins, il faut qu'il y ait un tout petit bagage médical pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir se comprendre. Rabia, oui. Salam, notre docteur bien-aimé, de tous ceux qui te suivent. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Anapat, oui, exactement, c'est dit. Merci beaucoup pour votre formation, docteur. Je vous en prie. Bonsoir, madame Asma. Merci, bonsoir, docteur. Bonsoir, tout le monde. Comment la médecine générale est un art? Bonjour, Lala Najat. Alors, la médecine générale est un art, c'est-à-dire que euh, je vais vous poser une petite question, madame. Est-ce que vous avez préparé quelque chose dans votre cuisine aujourd'hui? Est-ce que vous avez préparé quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Ou hier? Bon, tout dépend de, est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous avez votre aide domestique? Oui, j'ai préparé un tacos. D'accord. Ça. La question est posée à madame Najat. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui veut répondre avec grand plaisir. Il y a une dame ici qui nous a dit comment la médecine générale est un art. À propos de l'art, c'est tout métier, quand t'aimes, on le pratique comme un art. Bravo. Alors, madame Najat, si vous voulez pas répondre, il suffit de me dire je veux pas répondre. Vous êtes libre, hein? Bonne question. Vous avez sur le champ compris ce que je voulais dire. Il y a madame Najat qui n'a pas répondu. C'est une dame, ok. Toutes les spécialités, ce sont des... Oh, merci beaucoup, monsieur Skiti, oui. Alors, on va tous attendre à ce que madame Najat réponde. Sinon, vous nous dites, madame Najat, s'il vous plaît, vous nous dites juste, je veux pas répondre. Vous avez quand même le droit de ne pas répondre. La loi marocaine vous protège. Alors, si vous me donnez le feu vert, je peux répondre à la question de la dame. Elle a dit, comment ça, la médecine générale est un art? Je lui ai posé une simple question, qu'est-ce que vous avez préparé à manger aujourd'hui? Est-ce que vous avez préparé quelque chose? Elle n'a pas répondu. Donc, si vous me donnez le feu vert, je peux répondre à sa question. Alors, j'attends votre feu vert. Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Parmi qui tu comprends? Bien sûr, très bien. Alors, madame Najat, je respecte votre décision de ne pas vouloir répondre et de répondre par le silence également, parce que le silence est une réponse. Le silence, on répond les imbéciles par le silence. Donc, lorsque vous m'avez pas répondu, il y a deux cas de figure. Soit que vous voulez pas répondre, ok. Soit que vous me prenez pour une imbécile, ok. J'ai préparé le harira. Aïe, 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 le harira. En fait, moi aussi, je l'ai mangé, hein. Harira, c'est une soupe marocaine qui est composée de beaucoup d'ingrédients. Nous avons du pois chiche, des lentilles, beaucoup de choses, ok? Moi aussi, je l'ai mangé, hein. Je l'ai acheté, je l'ai mangé dehors et c'était juste magnifique. J'ai pris un bol et quelle coïncidence. Alors,
الحريرة ou la soupe marocaine, c'est un art. Vous êtes une artiste, ok? Vous avez fait quelque chose d'artistique, vous avez fait quelque chose de merveilleux, vous avez quelque chose d'extraordinaire, ok? دابا شهيتونا في الحريرة كون غير ما جاوب. Je chapeau de votre création. Bah oui, c'est moi qui l'a créé, je l'ai pas encore offert. Parce que je les offre en général à mes patients, mes petits patients. Donc, madame, par rapport à l'harira, c'est-à-dire ce type de soupe marocaine, les femmes ne le préparent pas de la même manière, ok? Quand ils le font avec amour, vraiment, c'est merveilleux. C'est très, très, très délicieux. C'est très bon à déguster, ok? La médecine générale également est un art. Pourquoi? Parce que quand je pratique la médecine générale d'une façon très artistique, poétique, avec un certain niveau de recherche, de culture sur plusieurs plans et dans plusieurs domaines, on arrive à avoir une bonne relation avec le patient et on arrive à gagner du temps. C'est-à-dire quoi gagner du temps? C'est-à-dire au lieu de patienter à ce que la personne développe une néphropathie diabétique, je vais devoir chercher les causes du diabète pour pouvoir arrêter l'hémorragie. L'art de la médecine générale, par exemple, aujourd'hui, j'ai été sollicitée pour une consultation à distance de la part d'une connaissance à Casablanca. C'était une dame diabétique qui était vraiment désespérée à cause de son diabète. Et j'ai remarqué que cette dame avait un problème d'hyperinsulinisme. Ma vidéo est déjà disponible sur YouTube par rapport à l'hyperinsulinisme. C'est une ancienne vidéo. Alors la dame avait beaucoup de problèmes de santé liés à son hyperinsulinisme. Et malheureusement, j'ai remarqué qu'elle prenait des doses très 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 importantes d'insuline. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui traîne dans la nature. On ne peut pas suivre la glycémie. On ne peut pas continuer à suivre les leçons et donner de l'insuline pour réduire le sang. Non, la médecine artistique ou la médecine 5 étoiles ou l'art de la médecine générale, c'est de chercher pourquoi la personne a des taux de sucre très augmentés, même en prenant de l'insuline. Et là, on va chercher le problème de la résistance et puis le problème du bien-être. Cette culture du bien-être doit être instaurée dans la tête et dans l'esprit de tous les malades. C'est-à-dire que si tu as une personne toxique dans ton entourage, ou si tu es une personne qui a du mal à gérer ses émotions, elle ne pourra jamais guérir de son diabète et elle pourra développer d'autres maladies. Ok? Donc moi, je préfère faire une petite enquête pour chercher qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est maladif, qu'est-ce qui est morbide, qu'est-ce qui est très méchant pour la santé des gens, par exemple sa culture, et essayer de corriger les toutes petites idées qu'il a dans le crâne qui le font souffrir. Si je cherche une seule personne toxique dans ton entourage, je peux très bien t'aider à bien corriger d'une façon très optimale l'hémoglobine glyquée. Est-ce que vous voulez que je partage avec vous quelques exemples de patients que j'ai déjà traités pour savoir c'est quoi l'art de la médecine générale? C'est-à-dire que moi, je ne vais pas travailler d'une façon moins intelligente. Je te donne le comprimé. Après, je sais que le comprimé ne va pas marcher parce que les taux d'hémoglobine glyquée continuent à augmenter. Tu fais tout, tu manges rien, tu fais du sport, tu manges rien. Et puis, tu as toujours des taux augmentés. Et après quelques années, on va vous donner de l'insuline. Et après quelques années, on va associer l'insuline et les comprimés. Et après quelques années, vous allez faire de l'hémodialyse. Moi, je pense que c'est pas très intelligent tout ça. Par contre, quand je vois un patient diabétique et que je fais un effort supplémentaire, bien sûr, parce que c'est très fatigant, je remarque qu'il vit dans la toxicité. La toxicité familiale, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. La toxicité professionnelle, dans les multinationales, c'est déjà pris au sérieux. Les multinationales, les grandes sociétés, en général, ils s'investissent pour la team building, pour beaucoup de choses, pour améliorer la résolution des conflits chaque matin. Et tout ça, c'est bénéfique pour le manager. Pourquoi? Parce que le manager, ce qui importe pour lui, ce qui l'intéresse, c'est le chiffre d'affaires.
Si tu as une équipe malade, si tu as une équipe qui se plaint tout le temps, si tu as une toxicité atroce dans ta société, tu vas pas marquer, tu vas pas atteindre les chiffres d'affaires désirés. D'accord? Je vais vous parler d'un autre volet, la relation entre le travail et la médecine 5 étoiles. Alors, permettez-moi juste de lire vos commentaires, comme ça je vais terminer la petite parenthèse que j'ai ouverte de la lithiase vésiculaire. Feu vert. J'ai rien reçu pour le moment. Monsieur Saïd, excusez-moi, je veux juste jeter un coup d'œil sur votre profil. Monsieur Saïd, est-ce que vous me connaissez déjà? Est-ce que vous êtes mon ami? Est-ce que vous êtes quelqu'un de ma famille? Parce que vous parlez d'une façon un peu très très audacieuse. Hein. Vous m'avez dit j'ai rien reçu pour le moment. Est-ce que vous êtes un petit? Est-ce que vous êtes une fille? Parce que c'est clair que les chapeaux que je fais, que je fabrique, c'est pour des petites filles. Ok? Pourquoi vous voulez que je vous donne des cadeaux? Bah, s'il vous plaît, restez concentrés sur le sujet de ce soir. Comme ça, on va bénéficier. Comme ça, on va tous tirer profit de ce sujet. Si vous permettez, hein. Si vous ne permettez pas, vous pouvez me le dire. Merci, docteur, pour la réponse. Marhaba, la Najat. Avec grand plaisir. Alors, monsieur Khalid, est-ce que vous êtes toujours là? Celui qui a posé la question par rapport à sa mamie qui s'est fait opérer pour la cholécystite. Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, on va terminer notre sujet par rapport à la lithiase vésiculaire. La lithiase vésiculaire. Le problème de la lithiase vésiculaire, c'est que il y a des gens qui prennent des médicaments pendant longtemps. Par exemple, qui prennent des statines. C'est-à-dire que tu as un taux augmenté de cholestérol dans le sang. Et pour le traiter, tu prends un traitement, une statine, pour diminuer le taux de cholestérol. Très bien. Et en même temps, tu manges pas de la graisse, tu manges pas du cholestérol. Il y a le bon cholestérol, ça existe. Et vous savez que l'avocat contient du cholestérol, ok. Les fruits secs en contiennent. Le cholestérol, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle « Le cholestérol n'est pas un diable ». Le cholestérol est une matière qui est très importante pour nous. Ok, c'est une substance qui est très très importante pour nous. Sans cholestérol, premièrement, tu ne peux pas avoir une bile normale. C'est-à-dire la vésicule biliaire contient les sels biliaires. Et le cholestérol est une substance très importante pour la sécrétion, pour la production de cette bile. Donc, quand tu ne manges pas du cholestérol, quand tu veux, toi, tout seul, choisir tes recettes, ton régime propre à toi, d'accord, pauvre en graisse, tout seul, sans l'avis d'un diététicien, sans l'avis d'un médecin, voilà pourquoi l'automédication est très proscrite et très dangereuse. Et qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, tu ne manges pas de cholestérol, tu n'auras pas de bile. Ou, quand tu ne manges pas de cholestérol, tu n'auras plus besoin de la bile. Quand tu n'as plus besoin de la bile, tu n'auras plus cette sécrétion et la bile va rester coincée dans la vésicule biliaire et ça peut même aggraver ou prédisposer le corps à former des calculs, c'est-à-dire ça va devenir très dur. Ok? Donc ça c'est sérieux. Ça, de 1. De 2, s'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Je veux juste savoir est-ce que vous arrivez à m'entendre. Oui, merci beaucoup. Alors, on a dit que le cholestérol est très important pour la santé et quand tu ne manges pas de lipides, ton corps n'est pas informé. Il n'est pas, il n'y a pas de signal. Quand je mange quelque chose, il y a un signal qui passe dans mon corps. Par exemple, je mange du sucre, il y a un signal. Attention, on a mangé du sucre. Quand tu manges de la graisse, tu manges du cholestérol, tu auras un signal qui va te dire attention, on a mangé du cholestérol, on a mangé de la graisse. Après ce signal, tu auras une production de sel biliaire
et une sécrétion de la bile pour pouvoir digérer et absorber ces graisses. Tu manges pas de graisse, c'est comme si tu donnes un congé à ta vésicule biliaire. Et le liquide qui se trouve, voilà, le liquide biologique qui se trouve à l'intérieur de la vésicule biliaire va rester coincé, va rester en stase. Et la stase, ça prédispose toujours à, à la production d'autres choses ou à la modification de la structure. D'accord? Par exemple, la stase des urines en cas d'hydronéphrose, ça expose à un risque de surinfection ou ça expose à un risque de formation de calcul. D'accord? La stase du sang, ça peut augmenter le risque de coagulation. Par exemple, en cas d'arythmie cardiaque, de fibrillation, d'arythmie cardiaque, le temps, le petit retard qui se fait est largement suffisant pour former des caillots de sang. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter la physiologie. Quand tu manges pas de cholestérol, quand tu traites ou tu considères le cholestérol comme étant un diable, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui est très méchant, c'est que les gens ne savent pas que pour avoir des hormones sexuelles, tu as besoin de cholestérol. Tu ne peux pas avoir un taux normal de sécrétion, un taux normal d'hormones sexuelles si tu n'as pas de cholestérol. Alors là, c'est méchant. Donc, tu n'as pas le droit de faire le travail du diététicien nutritionniste si tu ne l'es pas. Et tu n'as pas le droit de solliciter un coach sportif qui parle de la nutrition s'il n'est pas un diététicien nutritionniste. Voilà pourquoi il est strictement interdit d'empiéter sur une autre spécialité. Par exemple, je vais dire quelque chose. Moi, par exemple, je suis capable de donner un régime alimentaire à quelqu'un. Je suis capable de le faire. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ça ne me regarde pas. Ok? Il y a une spécialité qui s'appelle la médecine générale. Ça consiste à retrouver les problèmes avant leur survenue, à dépister les problèmes et puis à traiter et à prévenir les complications. D'accord? C'est-à-dire sauver, traiter, prévenir, ou la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Très bien. Il y a des diététiciens nutritionnistes qui sont là pour faire un travail merveilleux, bien spécialisé. Ils ciblent bien leur truc, ils font exactement ce qui doit être fait, ils sont bien concentrés sur les doses, le poids, tout ce que vous voulez. On fait des calculs et tout. Je pense que c'est très intelligent de travailler en équipe. Il faut absolument encourager vos enfants à apprendre à jouer les jeux collectifs comme le football, comme le volley, le handball et tout. Parce que quand on fait des jeux et des sports collectifs, on développe une forte personnalité et on apprend combien c'est important de travailler en équipe. Mais si on n'a pas cette confiance en soi, si on n'a pas cet esprit de groupe, on va créer des désastres. C'est quoi un désastre? C'est donner une recette, donner un régime à quelqu'un ou lui demander de ne pas manger de la graisse. D'accord? Très bien. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré que le sodium qui passe dans les... bon, ça c'est trop spécialisé, je préfère ne pas vous casser la tête avec. Mais au niveau sanguin, au niveau circulatoire si vous voulez, au niveau des vaisseaux, c'est-à-dire des circuits, tu as des circuits vasculaires. Et ces circuits vasculaires ont une face interne, intima, endothélium, une face interne. Une face interne est en regard du sang. D'accord? Il y a le passage du sang et il y a une face interne en regard. Il y a beaucoup de gens qui croient que le cholestérol bouche les vaisseaux. Ça, c'est pas vrai. Tu as un vaisseau qui n'est pas normal, qui est déjà en état d'inflammation, qui est déjà remanié, qui est déjà vieux, qui s'est vieilli, peut-être rapidement à cause du stress et tout, ou du régime alimentaire ou de la sédentarité. Donc tu as une paroi vasculaire interne très 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 malade, fatiguée, où il y a des cicatrices d'inflammation. Et le cholestérol, il est facilement coincé et attrapé par ces cicatrices. C'est comme si tu as gratté une poêle et quand tu veux, par exemple, faire une crêpe ou une omelette, qu'est-ce qui va se passer? Au début, quand la poêle était neuve, ça collait pas, mais après avoir créé des cicatrices sur la poêle en grattant avec un couteau, je sais pas moi,
vous avez développé des cicatrices sur lesquelles c'est installé ou c'est coincé ou c'est collé votre omelette. D'accord? Ben, c'est la même chose au niveau des vaisseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le cholestérol qui bouche les vaisseaux, mais ce sont les vaisseaux qui sont déjà malades. Nous avons une première étape qui est l'inflammation et par la suite, le cholestérol vient se placer dessus. Ok? Ça, c'est juste une toute petite information dans le domaine du cholestérol. Mais sinon, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol ou le cholestérol estérifié également, il y en a plusieurs types qui sont bons, qui sont pas. Ok? C'est très, très spécialisé. Restons dans notre sujet. Une vieille dame, la mamie de quelqu'un de Monsieur Khalid, qui a enlevé, on a enlevé sa vésicule biliaire et après, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit premièrement savoir est-ce que le problème pour lequel elle a été opérée n'est pas encore est bien diagnostiqué déjà ou est-ce qu'il n'est pas bien diagnostiqué parce que la patiente a été obligée de se faire opérer en urgence et puis on n'a pas fait la biliaire, on n'a pas fait un scanner, on n'a pas fait par exemple on n'a pas bien analysé le pancréas par une tomodensitométrie, c'est-à-dire la TDM ou le scanner. Donc des fois ça arrive, des fois on voit la patiente en péritonite. D'accord? Donc premièrement, on doit continuer le diagnostic initial d'extension de toutes les lithiases. Deuxièmement, premièrement déjà, on doit avoir une idée sur tout son état de santé d'une façon générale. Et puis par la suite, elle a besoin de rester en contact avec son chirurgien et elle doit rester en contact avec son diététicien. C'est important. Le diététicien nutritionniste a un rôle très important parce qu'il nous aide à éviter les erreurs diététiques. Erreur diététique, par exemple, c'est arrêter de prendre le cholestérol, ok? Ou arrêter de prendre du sel. Parce que le sel, il y a du sodium, il y a de l'iode, et ça c'est très important pour la santé. On a besoin de 4 à 6 grammes par jour, sinon on risque de mourir, ok? Il n'y a aucun régime qui s'appelle régime sans sel. Il y a un régime normosodé ou hyposodé. D'accord? Tout dépend des cas. Donc, on n'a pas le droit de suivre un régime sans avis d'un spécialiste des régimes. Et quand je dis spécialiste des régimes, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a fait une formation tous les week-ends, c'est-à-dire je parle de quelqu'un qui a fait des études, des stages au niveau hospitalier, au niveau du centre hospitalier universitaire. Pourquoi? On va ouvrir une petite parenthèse de diététicien, si vous permettez. Excusez-moi, je parle trop. Hein. Quand je m'arrête de parler, je remarque que j'étais en train... On dirait que j'étais en train de réciter. Oui, en attendant, madame... Bon. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la parenthèse des régimes alimentaires, du diététicien, du nutritionniste? On va nommer ça, je vais créer une liste sur YouTube qui s'appelle, je pense que ça existe déjà, l'art de la médecine générale. On va nommer ça lithiase vésiculaire. J'ai pas fait attention, je suis un peu stressée parce que j'ai quelque chose de très important à faire demain. Et j'ai appris à ne plus vous raconter ce que je veux dire. Il y a mon manager qui m'a dit ça. Il m'a dit ne raconte plus à tes abonnés ce que tu vas faire. Vous savez, c'est très important de ne jamais raconter quelque chose aux gens. Ça marche pas. Même chez nous, les musulmans, notre prophète alayhi salatu wassalam, a dit Ista'inu al-qada'i hawaijukum bil-kitman. Et en médecine également, quand on raconte quelque chose aux autres, soit ils sont jaloux, soit ils le font avant toi, soit bon, s'ils le font avant toi, c'est pas grave, mais sinon, les gens sont très jaloux, sont très malades. Donc, pour éviter tout ça, il faut détecter les malades. Donc, vous voulez un conseil, le malade, c'est quelqu'un qui est très curieux. Si tu connais quelqu'un qui est très curieux, qui veut tout savoir sur ta vie personnelle, il est malade. Mais quand tu es influenceur, tu as beaucoup de gens qui te suivent. Il y a des gens qui sont très gentils, qui t'aiment. J'ai très envie de partager ça avec vous, ça me fait plaisir. Mais il y a des gens des malades qui ont des faux comptes, qui me connaissent et qui viennent m'embêter. Hein.
Salutations aux gens qui m'embêtaient. Hein. Maintenant, vous n'avez plus accès à ma vie. Alors, on continue. Régime alimentaire. Parce qu'il y a plusieurs types de régimes. Régime alimentaire, recettes, diététique, diet, beaucoup de choses. Il faut savoir que dans la vie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé, il y a deux choses. Il y a deux choses, ok? Et soit que tu es vraiment bien formé, bien instruit, tu as fait une formation, un diplôme, un grand diplôme, soit que tu n'as pas un grand diplôme. Je vais vous donner un exemple très simple. En médecine générale, il y a ce qu'on appelle un médecin généraliste, il y a ce qu'on appelle un médecin endocrinologue, ok? Le médecin endocrinologue, c'est qui? C'est un médecin généraliste qui a fait des études supérieures, qui s'est spécialisé dans le domaine des hormones, ok, de toutes les glandes, partout dans le corps, de tout ce qui est métabolique, de tout ce qui est en rapport avec les hormones. Ok. Il connaît toutes les glandes, toutes les hormones, il traite toutes les maladies en rapport avec les hormones. Par exemple, il traite les hypothyroïdies, les hyperthyroïdies, les problèmes de puberté, les problèmes de croissance, les problèmes du diabète. Il est le grand spécialiste, le chef des spécialistes du diabète. Ok. Il a fait au moins 6 ans de plus par rapport à un médecin généraliste. 5 ans, 6 ans, bon, tout dépend des universités. C'est-à-dire bac plus 14. Ok. Rappelez-vous très bien, un médecin endocrinologue, c'est un spécialiste dans le domaine des hormones, des glandes, et c'est lui le grand chef, le grand spécialiste du diabète. Ok. Et il y a ce qu'on appelle un diabétologue. Le diabétologue, c'est qui? C'est un médecin généraliste qui a fait un petit diplôme, ok, uniquement de diabétologie, c'est-à-dire de maladie du sucre, ok. Et bon, pas le sucre parce qu'il y a d'autres diabètes qui ne sont pas sucrés. Le problème du diabète. Bon, tout dépend de quel type de formation il a fait. Il s'agit. Donc, je vais expliquer les choses tout en mentionnant le nombre d'années, le nombre de formations, le nombre de mois ou d'heures de formation. Par exemple, la différence entre moi et une amie à moi. Une amie à moi, bon, c'était une collègue, c'était une camarade. Maintenant, c'est une consoeur. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a étudié la médecine générale. On a eu notre diplôme. Moi, j'ai choisi un parcours de médecine générale. J'ai déjà passé le concours, j'ai réussi, j'ai pas voulu terminer la préparation parce que j'ai aucune spécialité dans ma tête. Ok? Moi, j'ai choisi la médecine générale. Elle a choisi l'endocrinologie. D'accord? Elle a fait ce qu'elle veut et moi, j'ai fait ce que je veux. Très bien. Moi, j'ai commencé mes études et j'ai commencé à travailler et tout. Je suis passée par une période de formation, des petites formations et tout, remplacement, beaucoup de choses. Et elle a consacré 5 ans de sa vie pour étudier la spécialité. Très bien. Donc, on n'a pas suivi le même parcours après avoir obtenu notre doctorat en médecine générale. Alors, elle a passé 5 ans dans un centre hospitalier universitaire, jour et nuit. C'est-à-dire, elle passait des gardes. Elle devait se présenter tous les jours, pendant 5 ans. C'est-à-dire, tous les jours, tu allais la retrouver au service. Elle avait des patients, elle avait plusieurs patients, elle avait plusieurs lits. Elle prenait en charge des urgences. On l'appelait aux urgences du centre hospitalier universitaire pour traiter les malades. Quand on a besoin d'un avis médical en gynécologie pour un diabète gestationnel, elle se déplace pour faire ça, ok? Donc, elle est trop bien spécialisée dans toutes les maladies en rapport avec les glandes et les hormones. Moi, par exemple, ou un autre médecin, ok? On va parler d'un autre médecin qui est généraliste et qui a un diplôme de diabétologie. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce médecin a un tout petit diplôme de diabète, c'est-à-dire de sucre, entre parenthèses, de diabétologie, c'est-à-dire comment traiter les gens. Il a quelque chose de plus par rapport à un médecin généraliste, mais il est bien loin d'être un spécialiste comme un endocrinologue. Alors, ce médecin généraliste, il fait ce qu'on appelle c'est de la formation continue, c'est-à-dire il veut être parfait dans la prise en charge
des malades diabétiques. Et ça, c'est magnifique pour un médecin généraliste. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien faire un diplôme de diabéto, un diplôme de gynéco, un diplôme d'addiction, d'addictologie, un diplôme de tabaco, un diplôme de beaucoup de choses. Il va devenir un bon médecin généraliste. D'accord? C'est-à-dire, il va s'investir avec son argent, son temps, son énergie et beaucoup de choses pour être un excellent médecin généraliste. OK? Mais il n'est pas un spécialiste. Alors, combien d'heures il a étudié le médecin généraliste pour devenir diabétologue? Une année, 2 ans? Et combien de fois il devrait se présenter pour la formation? Une fois par semaine. C'est-à-dire un week-end ou un week-end sur deux. C'est-à-dire ce week-end, on va faire la formation toute la journée, une formation vraiment très accélérée, toute la journée. Et toute la journée, un samedi toute la journée, un dimanche toute la journée, ok? Donc, week-end complet. Le week-end d'après, il ne va pas étudier. Le week-end d'après, il va étudier. D'accord? C'est accéléré, c'est bien, c'est fait par des professeurs et tout, c'est parfait. Mais je n'ai pas le droit. Par exemple, si j'ai un diplôme de diabétologie, je n'ai pas le droit de me considérer comme un médecin endocrinologue. Je suis, je suis quelqu'un qui fait un effort, je suis brillante, je fais un effort pour être un bon médecin généraliste, ok. Mais tu es un bon médecin généraliste, tu n'es pas un spécialiste. Est-ce que vous avez compris la différence? Eh bien, c'est la même chose dans le domaine de la nutrition, c'est que quand on a un nutritionniste diététicien qui a fait des études supérieures, qui a étudié 3 ans, 4 ans en continu, ça n'a rien à voir avec un coach sportif qui a fait des études de nutrition et qui a appris à calculer des choses. Pourquoi? Parce qu'un coach sportif ne peut pas donner un traitement, un régime alimentaire à quelqu'un qui a un cancer. Il n'a pas le droit. Par contre, un diététicien nutritionniste, il a le droit, il sait très bien quoi faire, il sait très bien lire toutes les analyses, tous les bilans. D'accord? Un nutritionniste diététicien, il travaille dans le service de réanimation. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec des gens qui ne sont pas là, qui sont comateux. Donc, quand on a affaire à des gens qui sont comateux, on n'a pas le droit de commettre des erreurs et on n'a pas le droit de tomber dans le déficit, on n'a pas le droit de tomber dans le catabolisme excessif, on n'a pas le droit de créer des désordres métaboliques. On est obligé, on est responsable de l'homéostasie partiellement, parce qu'il y a des réanimateurs qui le font, mais toi, tu es diététicien nutritionniste, tu es là pour sauver quelqu'un qui n'est même pas là, qui est comateux, ok? Donc ça, c'est sérieux, c'est lourd, ok? C'est très lourd. Voilà pourquoi il faut apprendre à respecter les gens qui sont bien formés. Il faut respecter les spécialités. Moi, je n'admets pas le fait de voir un coach sportif ou un coach ou un pseudo-coach ou un menteur qui te dit je suis capable je suis nutritionniste. Depuis quand tu es nutritionniste? Qui t'a donné ce diplôme? Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est un certificat? Est-ce que c'est une attestation? Est-ce que ça te donne le droit de traiter? Est-ce que ça te donne le droit de faire des lives? Est-ce que ça te donne le droit de faire des vidéos? Ok. Je pense que c'est malheureux de voir les lives sur Internet. Moi, j'ai bien surfé sur Internet et dans les lives. Je me suis abonnée à presque 3000, plus de 3000 comptes. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur Internet. J'ai découvert que les gens ont toutes les chances de devenir malades. D'accord? Vous connaissez que les arrivistes sont très mauvais pour la santé. Ok? Il y a un autre type, une métaphore, si vous voulez, d'arrivistes. Ce sont les gens qui ont un tout petit savoir et qui veulent faire à tout prix, faire de ce petit savoir des fortunes. Je pense que c'est très très malheureux de voir ce type de commerce
Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que je ne veux pas me faire des ennemis. En plus, les personnes qui ne respectent pas les spécialités sont de mauvais ennemis parce qu'ils ne respectent même pas la spécialité. Comment est-ce qu'ils pourront respecter la sensibilisation? Très bien. Bref, donc je préfère fermer cette fenêtre et pour vous dire que, s'il vous plaît, pour les nutritionnistes diététiciens, ils sont très compétents, ils sont merveilleux. Ils ont travaillé avec des professeurs, ils ont travaillé dans des centres hospitaliers universitaires. Ils ont été sollicités dans des services de réanimation pour aider des gens qui sont comateux. Ils ont été sollicités pour traiter des personnes qui souffrent de complications de cancer, de chimiothérapie, de radiothérapie. On les a sollicités pour traiter des autistes, pour traiter des personnes déprimées. Actuellement, il faut savoir que en grande quantité, il y a beaucoup d'études qui disent que plus de 90%, si je dirais pas 95%, de la sérotonine, c'est-à-dire l'antidépresseur naturel, est sécrétée dans le système nerveux intrinsèque au niveau digestif. Plusieurs études et plus même dans ma pratique, même sur le plan personnel, vous savez que il y a des régimes alimentaires que si on les suit, on gâte notre cerveau et puis on est de très bon en état d'humeur. Et dans les centres, dans les cliniques de psychiatrie les plus développées au monde, le diététicien nutritionniste a un rôle très important parce qu'il peut t'aider à améliorer ton état d'humeur et à améliorer même la sécrétion de neurotransmetteurs parce que qui dit humeur dit neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, c'est quelque chose de chimique. Chimique, c'est-à-dire que c'est en rapport avec une substance. Et toutes les substances qui se trouvent dans notre corps, on les ingère en général, ok? Donc l'alimentation, la santé passe par la cuisine, ou commence de la cuisine. Donc puisque la santé ou le bon état de santé commence par la cuisine, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à solliciter les grands chefs de la cuisine. Ce sont les diététiciens nutritionnistes. Donc c'est sérieux, donc c'est une spécialité qui nécessite toute votre attention. Et je vous conseille même, et j'encourage tous les jeunes, bacheliers et tout, de penser à faire cette spécialité parce qu'elle est juste magnifique. Mais attention, ne faites pas des certificats, ne faites pas des attestations. Il faut passer par des centres hospitaliers universitaires. Il faut passer des stages dans les grands services de chirurgie, de gynécologie, de psychiatrie, de réanimation, de chirurgie cardiovasculaire, de cardiologie. C'est ça un nutritionniste diététicien. Pour moi, c'est ça, hein. Par contre, les gens qui apprennent à calculer l'IMC et à jouer avec les esprits des gens, tu lui dis, donne-moi ton poids, donne-moi ton âge, donne-moi ton, je sais pas moi, je vais te calculer ton IMC, tu es en surpoids. Non, mais je pense que c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule de manipuler les gens de la sorte. Ok? Alors, il y a quelqu'un qui a dit que tout ce qui est payé, normalement, n'est pas vrai. Je comprends pas qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent, monsieur, mais je vais vous dire quelque chose de très important. Premièrement, vous devez parler en français, d'accord? Deuxièmement, si vous êtes contre l'argent, ça veut dire que vous avez un problème avec l'argent. Et nous, on traite pas ce sujet, ok? C'est une culture de misère. ثقافة المزالط. La culture de la misère, c'est-à-dire que les gens te disent, il faut pas que tu sois payé. On a appris ça à l'école. On a appris ça, Allah يرضى بالحق. تعلموك ثقافة المزالط. Tu dois pas être payé. Alors que normalement, si tu n'es pas payé, c'est-à-dire que tu respectes pas ta profession. Ok? C'est une culture de misère et des misérables. Apprenez à bien éduquer vos enfants et les instituteurs doivent rester bien loin de l'éducation financière parce que vous n'êtes pas bien placé pour parler de l'éducation financière. Parce qu'un salarié n'a pas le droit de parler de l'éducation financière. Ok? C'est pas votre truc. Parce que si vous aviez un certain niveau très augmenté, très important en éducation financière, vous devriez normalement être un entrepreneur. Voilà pourquoi je pense que ça n'a aucun sens d'apprendre quelque chose de quelqu'un qui ne le connaît pas. Ok?
Je ne sais même pas pourquoi vous avez parlé de ça, monsieur, mais je vous souhaite un bon rétablissement. Très bien. Alors, on est arrivé à l'épisode Sophite. Pour les gens qui apprennent l'hébreu, ils savent très bien que veut dire Sophite, parce que je suis en train d'apprendre l'alphabet et tout. Alors, on est arrivé à l'épisode Sophite et je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je serai un peu occupée la semaine prochaine euh, parce que c'est comme ça, ok? Et s'il vous plaît, on va essayer de temps à autre de discuter quelque chose de très médical. Si vous avez n'importe quelle question, je pense que le live prochain sera en rapport avec le diabète. Et si vous avez n'importe quelle question par rapport au diabète, on va les traiter de cette manière. Aujourd'hui, on a traité la lithiase. Je vous promets d'essayer de l'enregistrer le plus tôt possible sur ma chaîne Dr Asma Amdouni. Bonsoir.